de m'inviter à parler pour cette conférence, même si c'est par Internet et que c'est un petit peu différent qu'habituellement, mais voilà, c'est toujours un plaisir de parler sur ce général Bertrand. Alors, ce qui est très intéressant avec ce général, c'est que finalement, c'est l'un de ces hommes que Napoléon a emmené avec lui pendant toute l'épopée. Et en fait, on se demande toujours comment ces hommes ont pu vivre à côté de ce personnage qu'est Napoléon, d'autant que ce général Bertrand, en fait, va être présent aux côtés de Napoléon depuis 1796 jusque mai 1821. Et donc, comment cet homme originaire de Châteauroux va accompagner Napoléon dans son épopée et à travers l'Europe. Avant de voir les relations réellement entre les deux hommes, puisque c'est là-dessus que cette conférence se base, il faut voir un petit peu la carrière de ce personnage quand même qui est au second plan pendant très longtemps, et surtout que la finalité, c'est-à-dire Sainte-Hélène, va complètement occulter. C'est vrai qu'il a eu une très belle carrière, puisque il commence son service dès 1794, et il va avoir comme ça, il va suivre l'Empire et l'empereur jusque Sainte-Hélène. Alors, la plus belle partie de sa carrière, en fait, c'est sa période d'aide de camp de Napoléon. Il est nommé en mars 1805, et pour lui, il le dira à la fin de sa vie même, et c'est vraiment sa plus belle période. Quand on est nommé aide de camp de Napoléon, c'est évidemment c'est une promotion et c'est une tâche extrêmement gratifiante, d'autant qu'il n'est pas seul dans cette tâche. Ils sont plusieurs à avoir été nommés en mars 1805. Il y a Le Marois qui va être artilleur, Savary qui sera ministre et qui est un peu un homme à tout faire, Arape, le grand cavalier, Mouton, le comte de Lobau, qui est de l'infanterie, et donc Bertrand qui est du génie. Donc on a comme ça des hommes avec une compétence extrêmement importante qui vont entourer le souverain et qui vont lui servir pendant toutes les campagnes, au moins pendant les premières campagnes. L'aide de camp est une sorte d'homme à tout faire, il faut bien le dire, pour son général. Il est constamment à sa disposition. Quand c'est Napoléon, évidemment, les tâches sont encore plus importantes quand on est aux côtés de l'empereur. Techniquement, ces hommes sont sous la responsabilité du grand écuyer, si on prend l'architecture de la maison de l'empereur, mais en fait, ils sont directement sous le souverain et ils vont être à longueur de temps à côté de lui. Ils vont par exemple servir de secrétaire à certains moments. Ils vont dîner à la cour. Ils ont évidemment tous les plaisirs de la cour qui vont se développer pour eux aussi. En mission, puisque c'est là quand même le principal travail des aides de camp, ce sont les yeux et les oreilles de Napoléon. Donc ils vont vraiment être sur le terrain diplomatique. Ils vont avoir, comme je le dis, ils participent à la vie de cour, mais ils vont être aussi des agents diplomatiques, puisqu'ils sont envoyés en ambassade auprès des souverains. Par exemple, Bertrand va l'être en 1805 auprès de Maximilien Ier de Bavière. En 1806, il va aller voir le roi de Prusse, et en 1807, et même encore plus tard en 1808, il va plusieurs fois être envoyé à voir Alexandre Ier pour délivrer des messages de Napoléon, évidemment, à chaque fois. Mais ce sont surtout des missions militaires. Bertrand est un technicien, évidemment, puisque il a été élève à l'école du génie, et ces élèves de l'école du génie, enfin ces ingénieurs géographes, ces officiers du génie, vont être des agents de renseignement en fait de Napoléon, et ils vont être projetés sur les théâtres d'opération pour éclairer le terrain et renseigner, notamment quand il s'agit de l'empereur, renseigner Napoléon et surtout renseigner sur la faisabilité de la campagne. Et c'est comme ça que Napoléon va pouvoir se projeter. Évidemment, Napoléon, il est le créateur du plan de campagne, mais sans les renseignements qui remontent du terrain, il ne peut pas savoir où passe l'armée, etc. Et en 1805, Bertrand va reconnaître tout le cours du Danube, et il va pouvoir, comme ça, relever les différents lieux ou les points de passage de l'armée, et la campagne de 1805 aurait été certainement moins bien réussie si Bertrand et tous les autres officiers du génie n'avaient pas aussi bien fait leur travail.
Bertrand est également un homme courageux, hein, il va charger le soir d'Austerlitz, le soir d'Ulm, enfin le soir de Iéna, pardon. Donc il va avoir à plusieurs reprises les honneurs du bulletin. L'apogée de cette carrière, c'est 1809 et la campagne d'Autriche. Là, Bertrand va créer les ponts sur le Danube. Après le semi-échec d'Essling, il va être l'organisateur et le créateur, à la demande de Napoléon bien sûr, de ce pont qui va permettre ensuite à l'armée de passer le Danube et de la victoire de Wagram. En récompense, il va avoir de très grandes charges, notamment il va être nommé gouverneur des provinces illyriennes et plus tard à la tête du 4e corps et à la fin de l'Empire obtenir la charge de grand maréchal du palais, qui est une charge extrêmement importante. Alors si Bertrand est très bon, on va dire en aide de camp, très bon en gouverneur, en grand maréchal du palais, quand il est gouverneur des provinces illyriennes, il a un petit peu plus de mal. Il va avoir une administration extrêmement probe, extrêmement honnête, mais Napoléon va se trouver un peu impatient. Alors on le sait, dans sa correspondance, Napoléon peut être un petit peu difficile parce qu'il est éloigné du théâtre et donc il faut réussir il ne se rend pas bien compte tout le temps des contraintes du terrain. Mais Bertrand va tout faire pour essayer de souscrire aux volontés de son souverain, ce qui va être un petit peu compliqué. Évidemment, Napoléon est un homme toujours un peu impatient, quand même, il faut bien le dire. Et là, Bertrand va un peu échouer, mais c'est plus parce que Napoléon n'a pas la vision réelle du terrain qu'on a cette impression. Donc, grand maréchal du palais, là, d'un seul coup, Bertrand obtient l'une des charges les plus importantes de la maison impériale, hein, puisqu'il va gérer les déplacements, il va gérer énormément de choses. Et pendant la campagne de 1814, il est vraiment tout en haut de l'échelle, puisqu'il va cumuler plusieurs fonctions pendant toute cette campagne. Au milieu de tous ces allées et venues, ce général Bertrand va épouser, on le sait peu, une cousine de Joséphine, hein, qui s'appelle Fanny Dillon, qui était la fille du général Dillon, qui a été Arthur Dillon, qui a été guillotiné en 1794. Et alors, il avait vu dans l'entourage de Joséphine, le mariage est de 1808, il avait vu dans l'entourage de Joséphine cette jeune fille très belle, très pimpante, qui rêvait d'un très beau mariage, puisqu'elle avait vu Stéphanie Tacher qui allait épouser un prince bavarois. Donc, elle avait vu tout ça et elle recherchait comme ça un mariage princier. Napoléon va en décider autrement. Bertrand va s'ouvrir s'ouvrir de son amour pour cette jeune fille, de son penchant pour cette jeune fille, et Napoléon va décider de marier cette cousine de Joséphine avec son aide de camp. Alors au départ, Fanny Bertrand est un peu réticente à ce mariage, elle n'est pas tellement d'accord, mais évidemment à l'époque, hein, on le sait, ce ne sont pas les intéressés qui décident, malheureusement. On dira, mais c'était les mœurs de l'époque. Et donc, c'est vraiment, voilà, Napoléon va trancher et elle va se plier à cette décision. Et finalement, malgré ses réticences du début, elle va tomber sous le charme de cet officier, charme discret. Hein. Bertrand n'est pas un très bel homme. Toutes les descriptions qu'on a de lui, on dit qu'on a un homme au physique ordinaire. En plus, il avait un tic, il haussait des épaules. Alors, on a eu un président en France qui avait ce tic comme ça, hein, qui haussait les épaules tout le temps. À Sainte-Hélène, on va le surnommer Shrug, qui veut dire justement haussement d'épaule. Donc il n'est pas très beau, il n'est pas très séduisant non plus, il a un look un peu ordinaire, mais il a quand même beaucoup de charme, il est très prévenant envers sa femme, finalement, et il va se trouver être un père très proche de ses enfants. Peut-être même par rapport à la société de son époque, un petit peu en décalage, parce qu'il va être très proche de ses enfants, il va privilégier à plusieurs reprises sa famille, on y reviendra sur Elbe ou Sainte-Hélène, mais il privilégie sa famille, il essaye de gérer et sa famille et sa carrière, ce qui est pour l'époque, pour le coup, une chose un petit peu voilà, en décalage par rapport à son époque. Donc Napoléon et Bertrand,
avec ses fonctions d'aide de camp, de grand maréchal, ont été systématiquement en liaison et en collaboration. Les deux exils, Elbe et Sainte-Hélène, vont exacerber encore ça, puisque Bertrand, en 1814, va tout simplement va être le seul grand officier de la couronne à accepter de partir avec Napoléon. Lorsqu'en 1814, tout le monde déserte Fontainebleau, rejoint la couronne, enfin le nouveau pouvoir de Louis XVIII, Bertrand va être le seul de ces grands officiers à accepter de partir à Sainte-Hélène. D'abord à Elbe, puis à Sainte-Hélène, puisque les deux vont être liés. Alors, même si il part, il va quand même, il faut bien le dire, attendre une certaine reconnaissance de Napoléon, des sacrifices qu'il va faire, hein, de tous ces, d'accepter de quitter ses fonctions, etc. Ce qu'il va avoir du mal à avoir. Donc, il va être un petit peu amer dans toute cette, il va être un peu frustré de ça, et il va avoir des discussion un peu plus difficile avec Napoléon. Comme je le disais, il va en plus privilégier sa famille, il ne va pas vivre dans le palais impérial, à Elbe comme à Sainte-Hélène. Tout ça va créer des tensions. Donc à partir d'Elbe, les rapports entre les deux vont être un petit peu tendus. Pourtant, les deux hommes ont des points d'accroche, hein, des similitudes. On le sait peu. Par exemple, Napoléon, alors bien sûr, ils sont tous les deux issus des armes savantes, mais également un autre point de rapprochement. Il y a eu une mission en Turquie en mars 1796. Bertrand est nommé à la tête d'une mission de coopération franco-turque. En tant qu'attaché militaire, et il va partir. Et en fait, il est le successeur de Napoléon, puisque en septembre 1795, Napoléon avait lancé également cette idée de partir en Turquie avant de devenir, de prendre, avant Vendémiaire, en fait, avant de prendre la tête de l'armée de l'intérieur, puis de l'armée d'Italie. Donc il va vraiment partir, il a eu cette idée de partir vers la Turquie. Donc ils ont ce point d'accroche, et puis bien sûr, ils ont la campagne d'Égypte, puisque Bertrand est également un acteur de la campagne d'Égypte, dans laquelle il a exercé de très grandes responsabilités. Et donc tout ça fait quand même qu'ils ont des points communs, ils se connaissent depuis très longtemps, et Napoléon sait très bien comment réagit son grand maréchal, et malgré cette attitude qu'il va avoir Bertrand va avoir à Elbe et à Sainte-Hélène, eh bien ils restent quand même à la fois proches et éloignés, les liens se distendent, mais ils vont rester très proches. Ce que Napoléon quand même estime chez Bertrand, c'est tout simplement sa fidélité, son sérieux. Alors, Bertrand est un homme sérieux, honorable, il fait son devoir tout le temps, et parfois jusqu'à l'extrême, et c'est pour ça qu'il suit Napoléon. Il dit qu'il le suit par fidélité, pour ne pas se joindre à la cohorte des ingrats, etc., qui l'ont abandonné. Mais ce côté sérieux va ennuyer aussi Napoléon, il faut bien le dire, notamment à Sainte-Hélène, parce que tout simplement, il y a des personnages qui ont plus de rondeur. On pense à Lascaz, hein, qui est beaucoup plus courtisan, ou à Montholon, qui seront les deux qui sont très proches de Napoléon à Sainte-Hélène. C'est vrai que le grand maréchal, lui, s'extrait de tout ça. Il va s'extraire de ce palais impérial, donc il va vivre à l'extérieur, et il va se tenir éloigné de toutes les jacasseries, de toutes les inimitiés, parce que c'est vrai que Sainte-Hélène va réunir des gens qui ne se connaissent pas, qui ne s'entendent pas forcément, qui sont obligés, qui sont là pour Napoléon, mais qui n'ont pas forcément des caractères compatibles. Hein. C'est vrai que Lascaz est quelqu'un de très courtisan, comme Montholon. On a un Gourgaud qui est extrêmement virulent, enfin, qui a un amour presque charnel pour Napoléon, qui est très jaloux, très enflammé. Et donc, on a ce dernier personnage qui est Bertrand, beaucoup plus effacé finalement dans tout ça, qui a une espèce de stature de commandeur,
et qui va essayer justement de s'extraire de tout ça pour essayer de se maintenir le plus longtemps possible à Sainte-Hélène, puisque lui, il est à Sainte-Hélène par devoir et par fidélité, ce que les autres, évidemment, ont également, mais pour des raisons différentes. Hein. Lascaz, on le sait, il y est aussi parce qu'il a compris que, quelque part, eh bien, écouter Napoléon, ce serait extrêmement gratifiant, déjà, et puis que noter toutes les paroles de Napoléon, eh bien, ça pourrait donner quelque chose d'intéressant. Écrire des mémoires, ce sera le futur mémorial. Gourgaud, lui, est là parce qu'il voulait vraiment être avec son empereur, mais très vite, il va se trouver déçu un peu de l'ambiance de Sainte-Hélène, parce que cette ambiance de cour en exil, où il y a vraiment des choses extrêmement rigides, extrêmement serrées, eh bien, tout ça va le lasser, et notamment, il va s'affronter d'abord à Lascaz, ensuite à Montholon, et puis il va partir dans un grand coup d'éclat, dire qu'il n'en peut plus, et c'est vrai que l'ambiance était quand même très resserrée, il y a une cour qui est assez triste, assez morose, hein, et puis le soir, Napoléon lit Corneille, Racine, etc. Alors, Napoléon ne lit pas bien, en plus, il faut le savoir, donc ça ne devait pas être très enthousiasmant. Toutes ces soirées, elles devaient être très ennuyantes, et c'est justement un autre point d'achoppement entre Bertrand et Napoléon, ça va être l'ennui tout simplement, et notamment l'ennui de Fanny Bertrand, qui va, eh bien, au fur et à mesure du temps, déjà Fanny, quand elle apprend qu'elle doit partir à Sainte-Hélène avec son mari, alors elle veut essayer de séparer les deux, elle aurait bien aimé que Bertrand n'aille pas à Sainte-Hélène, ne suive pas Napoléon, mais c'est vrai que Bertrand a été le fidèle second de Napoléon pendant les 100 jours, et donc il est quasi impossible de les séparer, et elle va s'en rendre compte. Même Napoléon, hein, le dit, quand ils sont à Malmaison en attente de savoir ce qui va se passer, comment est-ce que les choses vont se passer. À un moment, il discute avec la reine Hortense, il voit Fanny Bertrand, il lui dit « Tu emmènes Fanny Bertrand loin de là, parce que tant qu'elle sera là, je ne pourrai rien faire avec son mari. » Donc voilà, elle avait quand même de l'influence sur son mari, mais pas au point de le détacher de la fidélité d'avec l'empereur. Et donc, tout le monde va partir. Mais Fanny était très réticente de partir, et Bertrand lui a fait une promesse, c'est-à-dire qu'au moment où il s'embarque, il ne devait rester sur l'île qu'1 année. Cette année, ce plan ne va pas fonctionner parce que, eh bien, Hudson Law va arriver, et donc Bertrand ne pourra plus partir de Sainte-Hélène, il sera bloqué. D'autant qu'il a appris en juillet 1816, alors il savait qu'en août 1815, il avait été proscrit dans l'édit de proscription, et en juillet 1816, il sait qu'il a été jugé par contumace à la peine de mort. Donc, il est quand même, il y a autant de choses qui le bloquent pour son départ. Autre chose qui le bloque, c'est le fait que Fanny Bertrand va être en état de grossesse quasiment tout le temps. Alors, il y a peu de choses à faire à Sainte-Hélène. Jacques Massé dit que Gourgaud buvait beaucoup, qu'on buvait beaucoup pour tromper l'ennui. Bertrand va avoir des rapports intimes très fréquents avec son épouse, et Fanny Bertrand, en fait, va être en état de grossesse. Elle va faire malheureusement des fausses couches qui seront à chaque fois plus dangereuses. Et qui mettront même sa vie en danger. Elle ne pourra pas, en fait, projeter non plus ce départ qui revient systématiquement, qui va être un des grands moments, une des grandes choses qui vont faire que Bertrand et Napoléon les rapports entre les deux hommes vont se distendre, et que l'entente va s'étioler, en fait, entre les deux hommes. Son attitude aussi à Fanny Bertrand est difficile pour Napoléon, parce qu'en fait, elle préfère sortir dans la bonne société de Jamestown. Elle va également accueillir des gens chez elle, etc. Et parfois, elle va préférer être dans cette bonne société, sortir. Elle a 30 ans, hein, sa période faste pour elle, c'est quand elle était quand elle était la femme du gouverneur des provinces illyriennes. Elle était une espèce de vice-reine quelque part, hein, et elle a eu une vie très brillante, ce que Napoléon lui avait demandé, et elle, sa vie rêvée, c'est celle-là. Donc, à Sainte-Hélène, évidemment, elle s'ennuie beaucoup, et elle préfère sortir dans la société de Jamestown que être auprès de Napoléon, et donc ça va être encore des moments de crispation. Autre moment de crispation, c'est le départ d'Alvine de Montholon,
en 1819, qui va beaucoup affecter Napoléon. On sait que Albine de Montholon et Napoléon ont eu des rapports très proches, et Napoléon aurait bien voulu que Fanny Bertrand, voilà, remplace quelque part Albine de Montholon, ce que et Bertrand et Fanny Bertrand vont refuser. Et donc, Napoléon va être blessé dans son amour-propre et il va en vouloir à Fanny Bertrand. Il aura des mots très durs jusqu'à la fin de l'exil. Alors, toutes ces affres de l'exil, ces rapports compliqués, ces rapports humains compliqués, Bertrand, le général Bertrand va les écrire dans son journal, dans un journal qu'il a tenu à partir d'avril 1816, dans ce qu'on appelle les cahiers de Bertrand, que je viens juste de rééditer. Et donc ces cahiers, eh bien, vont raconter toutes ces petites histoires, vont nous faire pénétrer dans ce creux de ce sein qui est dans ce palais impérial qui est le palais impérial de Longwood, même si Bertrand n'assiste pas à tout, puisque l'un des gros problèmes qu'il va y avoir, c'est évidemment qu'il vit à l'extérieur de Longwood. Et il vit à quelques 500 mètres de Longwood, et que tous les soirs, en fait, il va regagner son habitation. Et en regagnant son habitation, en fait, le soir, avant 18h, à 18h, sur Sainte-Hélène, il y a un couvre-feu. Nous, on a connu ça également récemment. Et entre l'habitation de Bertrand et Longwood, il y a des sentinelles. Et donc, pour passer de l'un à l'autre, après 18h, eh bien, il faut être accompagné, ce qui fait qu'ils ne seront pas systématiquement le soir à Longwood, d'autant qu'il faut être invité. Napoléon les invitait, enfin, il y avait vraiment une vie de cour et tout était très réglé, et il fallait être invité. Et donc, pardon, le soir, eh bien, très souvent, Napoléon reste avec ceux qui vivent dans la maison, et Bertrand n'y est pas, ce qui fait qu'il va perdre à chaque fois comme ça des petits morceaux d'influence et des petits morceaux de confiance de Napoléon au fur et à mesure du temps. Et tout ça, comme je le disais, il raconte tout. Ces cahiers avaient déjà été publiés dans les années 40, mais Fleuriot de Langle, qui avait publié tout ça, eh bien, l'avait fait à sa manière, on va dire, avec les standards des années 40. Et il avait un petit peu tordu ces cahiers, notamment. Il avait fait une chose dont je me suis aperçu en travaillant sur ces cahiers qui sont écrits d'une manière très spécifique, puisque Bertrand en fait écrit les premières lettres de chaque mot. On a dit longtemps que ça a été codé, en fait ça n'est pas codé, c'est juste une manière de transcrire pour lui. C'est vrai qu'il vit dans le secret et pendant très longtemps, et donc il veut à la fois cacher, probablement, il a vu ce qui s'est passé avec les papiers de Lascaz, il veut cacher ces cahiers pour éviter que s'ils sont saisis, eh bien qu'ils ne soient pas lus. Et en même temps, tout simplement, c'est aussi une manière pour lui de prendre des notes. Voilà. Mais c'est une manière très spécifique qui a été un travail assez long pour essayer de comprendre tout ça. Et donc ce Fleuriot de Langle travaille là-dessus, mais il a repris du travail qui avait été fait dans les années 1880. Donc il a eu beaucoup de travail. Et il a tordu le texte, c'est-à-dire qu'il a remplacé il a tout remis au style direct, c'est-à-dire que les échanges entre Bertrand et Napoléon se font au style direct, alors que normalement, entre Bertrand et Napoléon, il y a un statut de hiérarchie qui ne sera jamais aplani, et donc les deux hommes se retrouvent. Bertrand transcrit ses cahiers au style indirect, c'est-à-dire il dit Napoléon dit ceci, il fait ceci, etc., etc. Donc il a tordu un petit peu les relations entre les deux hommes, il a induit des relations amicales qui n'existent pas en réalité dans les cahiers originaux. Mais il nous dit quand même beaucoup de choses, et notamment, il nous raconte, comme je le disais, tous ces petites anecdotes, ces petits tiraillements. Alors, il nous raconte aussi les grandes discussions, puisque il nous raconte ce que dit Napoléon, etc., etc. Alors, il va être très assidu entre 1816 et 1818. Ensuite, il va avoir commencé à se lasser. C'est le moment où les choses, il va y avoir un certain désenchantement à Longwood.
Il va s'ennuyer beaucoup. À compter de 1819, les choses vont être plus latentes. Il va voilà, travailler de manière moins assidue. En 1820, l'ennui est total. Donc là, on va vraiment avoir des mois entiers où il ne va pas vraiment travailler. Alors, j'ai quand même publié 1820, mais c'est vrai qu'il y a des moments où il ne fait qu'une grosse chronologie, on va dire, de ce qui se passe à Longwood. Et puis 1821, il sent que pardon, il sent que les choses s'accélèrent et donc automatiquement, là, il va reprendre les choses de manière beaucoup plus récurrente et beaucoup plus assidue. Pardon. Vraiment une source en plus essentielle de toute l'histoire de Sainte-Hélène. Mais si on revient en 1820, eh bien, en 1820, c'est vrai que tout ça, il y a vraiment un ennui qui se fait dans toute cette, je suis un peu perdu dans mes notes, donc je vais les mettre de côté. Il y a vraiment un ennui qui se fait à Sainte-Hélène. C'est vrai que c'est en plus toute cette, toutes ces volontés de départ de Bertrand. Napoléon est un homme qui n'aime pas que son monde change. Hein. C'est pour ça qu'il ne va jamais changer ses ministres, par exemple. Et quand tous les départs en fait qu'il y a eu au fur et à mesure du temps, d'abord Lascaz en fin 1816, Gourgaud en 18, O'Meara en 18, Albine de Montholon en 19, tous ces départs eh bien, vont l'affecter beaucoup plus qu'on ne le dit. En plus, la maladie progresse. Et donc, c'est un homme vieillissant, malade, fatigué, et donc tout ça le chagrine beaucoup, et il va accepter de manière difficile le fait que Fanny Bertrand veuille s'en aller, d'autant que les enfants, puisqu'il y a quand même 3 enfants du couple Bertrand à Sainte-Hélène, sont des véritables rayons de soleil hein, dans dans cette atmosphère morose de cour. Hein. Alors, on ne sait pas si les enfants Bertrand ont été voir la tortue de Jonathan, ou si, voilà, on sait que Napoléon ne l'a jamais vue, mais on ne sait pas si les enfants ont été la voir. C'était difficile, les déplacements étaient parfois difficiles hein, sur Sainte-Hélène pour les Français, puisque Hudson Law faisait régner une discipline de fer, donc voilà. Mais c'était vraiment des rayons de soleil hein, dans cette atmosphère morose. Et donc, il accepte mal que Fanny Bertrand veuille s'en aller. D'autant que, alors tout le monde veut partir finalement, hein, il faut bien le savoir. Même Montholon, qui est qui cache en fait, qui masque ses envies de partir. Il va même le demander à Hudson Law en poussant Bertrand et sa famille à se dévoiler. Il sait que Bertrand est un homme voilà, franc et qu'il va le dire. Il le dit à Napoléon, ce que Napoléon va, comme je le disais, un peu accepter, mais lui-même fait ses démarches également hein, pour partir. Mais ça, il ne va pas le dire. Et ce qui fait que toutes ces pertes, à la fois ces pertes d'influence et ces dissensions entre Napoléon et son grand maréchal, puisqu'en plus, le grand maréchal va se permettre de répondre à Napoléon. Évidemment, ce qui, même pour l'empereur en exil, est difficile hein, d'accepter, mais il va parfois répondre, il va argumenter, et ça depuis Elbe, il y a des discussions parfois même enflammées. C'est Ponce de Léraud qui va les voir agir sur Elbe. Il dit que tout simplement les deux hommes, les deux personnalités ne sont pas sympathiques entre elles, ils se connaissent par habitude, ils travaillent par habitude ensemble, et que tout simplement il y a parfois des discussions très enflammées, puisque quand ils commencent à parler, en fait leurs opinions ne sont jamais les mêmes. Et ça va partir parfois dans les tours. Alors à chaque fois, ils se réconcilient, hein, parce que Napoléon est tout de même un peu reconnaissant, il a du mal à l'admettre, mais il est reconnaissant de la présence de Bertrand sur l'île. Mais voilà, il y a à chaque fois des petites, des choses qui se grippent. Ce qu'il faut bien voir, c'est que Napoléon, évidemment, à Sainte-Hélène, n'est plus l'empereur, mais il va agir comme s'il était toujours l'empereur. Et avec ces différentes personnalités qui sont sur l'île, il va jouer.
Napoléon a toujours fait ça, hein, avec ses ministres, avec ses maréchaux. Du temps du pouvoir, en fait, il le faisait pour tout simplement avoir le meilleur, pour en tirer le meilleur, pour que sa seule volonté, bien sûr, s'exprime, mais aussi pour éviter, voilà, pour essayer de jouer l'émulation. À Sainte-Hélène, il en est réduit à jouer à ces personnalités que j'ai décrites tout à l'heure. Et évidemment, tout ça fonctionne mal quand même. Et c'est pour ça que Gourgaud va finir par partir, parce que, eh bien, tout simplement, il est lassé de ce petit jeu. En plus, Napoléon aime bien jouer avec Gourgaud parce que c'est très facile. Il a une personnalité très enflammée. Il va, voilà, lui lancer une pique. Gourgaud va se vexer, etc., etc. Mais c'est vrai que Bertrand, lui, va regarder tout ça. Et si Gourgaud reste finalement si longtemps sur l'île, c'est grâce à Bertrand, puisque les deux hommes vont avoir une relation d'amitié jusqu'au moment où Bertrand va dire: ah non, moi, même pour mon père, je ne trahirai pas Napoléon, je resterai toujours fidèle à Napoléon. Donc, et là, Gourgaud ne va plus pouvoir rester à Sainte-Hélène, et c'est pour ça qu'il quitte. Alors, il part de Sainte-Hélène, comme je l'ai dit tout à l'heure, dans un grand coup d'éclat, parce qu'il va même donner des secrets, il va vendre des secrets de ce qui se passe à Longwood, lui assurant le passage vers Londres. Donc tout ça s'est étiolé, cette relation entre les deux hommes s'est étiolée, à tel point que début 1821, finalement, alors que ça s'ouvre la dernière phase, eh bien, Napoléon ne veut plus voir Fanny Bertrand. Il va falloir qu'elle soit victime d'une nouvelle fausse couche en février 1821, presque à l'article de la mort. Hein. Elle va vraiment, ça va être très, très difficile pour que Napoléon accepte de revoir Fanny Bertrand une première fois, et une première fois, et ensuite il ne la reverra plus avant la fin avril 1821, donc quelques jours avant sa mort. Donc il est très vexé, hein, notamment du fait qu'elle veuille partir, et du fait qu'elle n'ait pas voulu en fait avoir des relations intimes avec elle. Voilà. Il est très vexé de tout ça, et Bertrand va comme ça essuyer des bordées d'insultes. Alors, ce qui est étonnant, et ce que je ne comprends pas même après avoir travaillé sur tout ça, c'est pourquoi est-ce que Bertrand note des choses, des propos de Napoléon extrêmement difficiles, et voilà. Mais Bertrand note tout ça, et c'est ça qui est à la fois intéressant et incompréhensible. Pourquoi est-ce que, alors qu'il a gommé des choses, il a biffé des choses, il avait des fois noté des choses, des explications apparemment très vives entre Napoléon et lui, ça il les a gommés, et là il laisse ça alors qu'il était quand même très proche de sa femme. Alors, mon hypothèse, c'est que tout simplement, il n'a quasiment pas repris la période 1821 parce que c'était des moments difficiles, hein, au fur et à mesure du temps, et il n'a pas repris tout ça. Et notamment, on le voit parce que si avant 1821, les cahiers sont très bien organisés, sur 1821, en fait, on a encore les papiers qui sont des papiers volants parfois, et il n'a absolument rien renoté. Il n'a rien recopié en fait de tout ça, même si les autres sont des jets. C'est écrit directement. Hein, il n'y a pas vraiment, il y a un travail de recopie, mais c'est il n'y a pas de filtre, il n'y a pas de réécriture en fait des cahiers. Donc on a vraiment un témoignage brut dans tout ça. Donc on arrive à cette dernière phase, hein, où les rapports sont vraiment distendus, et Bertrand va vivre tout ça de manière assez éloignée, puisque dans un premier temps, en fait, c'est Montholon qui va être très proche de Napoléon, c'est Pierron, c'est toutes ces personnes-là, toutes les personnes de la domesticité de Napoléon qui vont l'assister. Alors, c'est vrai que j'ai parfois des mots très durs pour Montholon, qui est très courtisan, qui va savonner la planche de Bertrand, de Gourgaud, de Bertrand et tout, mais dans cette dernière phase, Montholon va être admirable parce que en fait, il va être aux côtés de Napoléon tous les soirs, toutes les nuits. Il va rester très proche de Napoléon, et il va l'assister dans ses derniers moments et dans toutes ses nuits. Et il va y avoir des nuits très dures. Napoléon a une fin de vie à la fois très douloureuse et fort peu ragoûtante. C'est vraiment une fin de vie très difficile.
Et donc Montholon va être en permanence là, servir de garde-malade. Hein. Il a beau être officier général, puisqu'il l'est, il a été agent diplomatique, mais il va servir de garde-malade. Enfin, il va faire tout ce que fait un garde-malade, tout ce qu'on peut imaginer. Napoléon souffre. Napoléon va avoir des moments de délire, même dans ses derniers instants, et Bertrand va être impliqué dans cette dernière phase uniquement quand le docteur Arnott va être accepté auprès de Napoléon, et que le docteur Arnott, alors on est vraiment hein, dans la dernière phase, hein, puisque c'est mi-avril que Arnott va commencer à être proche de Napoléon, et donc là, Bertrand va servir de traducteur, et c'est comme ça qu'il va reprendre. Il va veiller également hein, de temps en temps, quand Montholon va être trop épuisé pour pouvoir continuer de veiller, eh bien il va veiller Napoléon, et les derniers jours, et c'est ça qui est fabuleux dans les cahiers de Bertrand, c'est qu'on est dans la chambre de Longwood. Bertrand va noter quasiment heure par heure hein, les derniers mots, les derniers moments. Alors il y a eu une phase de réconciliation entre le 22 et le 26 avril entre les deux hommes. Napoléon sent qu'évidemment on est à la fin. Il sent également qu'il a beaucoup vexé. Alors il y a une scène absolument pathétique hein, à un moment qui est que en fait, Bertrand sent que les choses tournent court, que Napoléon est en fin de vie, et il va s'ouvrir à Napoléon, il va aller le voir, comme il a toujours été très franc, il va aller le voir et il va lui dire, il va plaider sa cause, plaider la cause de sa femme, et Napoléon, en fait, est déjà très mal, on est au 18-19 avril, Napoléon est très mal, et il va rester muet. Bertrand même va pleurer à la fin, va avoir les larmes qui coulent, tellement la scène est pour lui difficile à vivre. Et Napoléon va rester muet, il sort de la salle, il y avait même pendant une demi-heure, ils vont se regarder, pas bouger, et puis Bertrand va quitter la pièce, et ce n'est que le lendemain que Montholon est envoyé à Bertrand, va signer le testament, puisque le testament a été dicté alors que Bertrand ne le savait pas. Enfin, au départ, il ne le sait pas, puis les choses vont se faire un petit peu dans son dos. Et c'est Montholon qui dit Napoléon a été très touché hein, de ce que vous lui avez dit, l'empereur a été très touché de ce que vous lui avez dit. Bien sûr, il vous pardonne, c'est pas à ce moment-là, etc. Donc la réconciliation se fait là, mais c'est Montholon qui annonce la réconciliation, c'est pas Napoléon. La réconciliation réelle viendra entre le 22 et le 26 avril, où là, point par point, Napoléon va reprendre oralement le testament. Il va faire même un testament politique. Bertrand va enregistrer les dernières grandes phrases napoléoniennes qui seront dites à ce moment-là. Mais même dans ce moment-là, en fait, Napoléon va un peu mentir, continuer de jouer avec Bertrand. Ça, il le saura après, puisqu'à l'ouverture du testament, il s'apercevra, Napoléon lui dit qu'il a la même somme d'argent que Montholon, et en fait Bertrand s'apercevra que Montholon a plus d'1 million de francs et lui a quelque chose comme 600 ou 700 000 francs de mémoire. Donc voilà, donc même dans ces moments d'intimité qui vont vraiment marquer Bertrand hein, sur le très long terme, eh bien Napoléon va encore jouer un petit peu avec son grand maréchal. Il y aura une autre frustration à un moment quand Bertrand va apprendre qu'il est exécuteur testamentaire, mais que le premier exécuteur c'est Montholon. Donc voilà, mais là il veut aller plaider sa cause une nouvelle fois, mais on est le 2 mai. Hein, le 2 mai 1821, et donc Napoléon n'est plus conscient. Hein. Napoléon a des phases d'inconscience à partir du 28 avril, et donc petit à petit, les choses vont aller de mal en pis, et le 2 mai, c'est quasiment terminé. Napoléon n'est quasiment plus conscient. Dans la nuit du 3 mai, ils vont commencer, enfin dans le 3 ou 4 mai, il va y avoir la première veillée mortuaire. Ils vont tous être là autour de Napoléon à attendre la fin de l'empereur, et qui n'arrivera que le 5 mai à 17h49. Et là, Bertrand va noter tout. Il note tout, la dernière phrase qui se passe entre le 3 et le 4 mai, hein, à la tête de l'armée. Comment Chateaubriand dira que son esprit, l'esprit de Napoléon, errait encore sur les champs de bataille. Et donc Bertrand va noter tous ces éléments, toutes ces petites phrases, jusqu'au moindre hoquet, parce qu'ils sont évidemment conscients
qu'ils vivent des instants absolument mémorables, et donc ils notent tout. Hein, on a vraiment tout. On est à côté de Napoléon hein, quand on lit. C'est extrêmement émouvant d'ailleurs. On est à côté de Napoléon quand il expire son dernier soupir. Voilà, donc Bertrand va être à la fois proche et lointain de Napoléon, mais il va ensuite être toujours fidèle à son empereur, hein, et le public en fait ne s'y trompera pas. Il y a eu cette rivalité entre Bertrand et Montholon qui ne sera jamais effective pendant l'exil, parce que Bertrand est trop conscient de sa fidélité et de ce qu'il doit à Napoléon, donc il ne rentrera jamais complètement en rivalité avec Montholon, mais les rapports avec Napoléon, vous le voyez, sont très compliqués. Les rapports humains ont été très compliqués. Mais sans connaître tous ces rapports humains, eh bien, lorsque Bertrand rentre en France, eh bien, le fidèle parmi les fidèles, on va dire que c'est Bertrand, et c'est pas Montholon. Montholon arrivera quasiment dans l'anonymat en France, alors que Bertrand sera accueilli en héros. Et lorsqu'il va mourir, un peu avant de mourir, en janvier 1844, Bertrand va demander, juste encore une fois, d'être que sur sa tombe, la seule épitaphe qu'il soit marqué, c'est Bertrand, aide de camp de Napoléon à Sainte-Hélène. Donc on voyait, c'est pour ça que j'ai commencé la conférence avec cette fonction d'aide de camp, parce que pour lui, c'est celle qui va rester le plus longtemps dans sa mémoire. Et aujourd'hui, les deux hommes sont aux Invalides, reposent ensemble, puisque Bertrand, en 1847, va aussi connaître une translation des cendres, et il va être transporté de Châteauroux, où il avait été inhumé une première fois en janvier 1844, vers les Invalides, et donc aujourd'hui, les deux hommes sont aux Invalides. Voilà.